Bienvenue dans cette édition consacrée à la rétrospective de la semaine. Mesdames et messieurs, bonsoir. Lancement lundi de la COP15 sur la désertification et la sécheresse à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Les chefs d'État des pays africains ont analysé les voies et moyens pour restaurer la terre et faire face aux problèmes climatiques. Rite Dinanzei. Ce sommet des chefs d'État porte une attention particulière à la restauration d'1 milliard d'hectares de terres dégradées d'ici 2030, la pérennité de l'utilisation des terres face aux impacts du changement climatique et la lutte contre l'augmentation des risques de catastrophes telles que les sécheresses, les tempêtes de sable et des poussières ainsi que les incendies des forêts. Le continent africain est particulièrement touché par la désertification, notamment dans sa bande sahélienne. Ce forum sera également axé sur la question de la Grande Muraille Verte, projet pharaonique qui vise à restaurer 100 millions d'hectares de terres arides en Afrique d'ici 2030 sur une bande de 800 km allant du Sénégal à Djibouti. Ces différents chefs d'État vont également réfléchir sur un programme visant à mobiliser 15 milliards de dollars américains sur 5 ans pour restaurer les écosystèmes forestiers dégradés dans plusieurs pays africains afin de promouvoir les approches de gestion durable des sols. Ces assises qui ouvrent ses portes aujourd'hui iront jusqu'au 20 mai et les participants vont tenter de proposer d'autres mesures concrètes pour stopper l'accroissement de la désertification. Et pour prévenir l'organisation des tests nationaux de fin d'études primaires TENAFEB en sigle prévu pour le mois de juin prochain, le ministre de l'EPST et son collègue des Finances ont été auditionnés lundi par la commission mixte ECOFIN et socio-culturelle de l'Assemblée nationale. Patrick Ngouo signe ce reportage. Ce non-paiement des prestataires à cette épreuve de l'année scolaire dernière peut se justifier par la passe d'armes observée entre Jules Alingueté et Tony Mwaba, accusés par l'inspecteur général des finances de tentative de détournement. Pour le patron de l'EPST, l'heure de la vérité a sonné. Monsieur Alingueté avait crié un moment qu'il y a eu détournement de 16 millions. Maintenant, le temps de la vérité vient de sonner. Je viens de présenter la situation, les listes des intervenants non encore payés jusqu'à ce jour. Il appartient maintenant à tous ceux qui interviennent dans la chaîne de dépenses de venir expliquer aussi à l'Assemblée nationale pourquoi ces fonds n'ont pas été payés et où sont partis les fonds. Les intervenants du TENAFEB réclament également l'heure arriérée de l'exercice 2020. La pression se fait déjà ressentir sur le risque de boycott de l'édition de cette année qui profile à l'horizon. Et si on n'est pas attentif à cette question, l'exercice 2022 qui doit être réalisé au mois de juin ici risque de ne pas se dérouler normalement parce qu'il y a déjà des menaces de boycott. Les prochains sur la liste des autorités à être auditionnés par cette commission mixte, c'est le ministre du Budget Aimé Boji et l'inspecteur général de finances Jules Alingueté. Deuxième tour des élections de gouverneurs et vice-gouverneurs dans les provinces du Congo central et de la Chopo a vécu le lundi 9 mai comme prévu. Au Congo central, Guy Bandou a gagné l'élection dans le cadre du ticket Union sacrée pour la nation et à Kisangani, Tony Kapalata est sorti vainqueur de manière plus ou moins insolite. Suivez les détails dans ce reportage. Son nom a été cité 46 fois par l'équipe de la CENI lors du comptage de voix, alors que 48 députés provinciaux ont pris part au vote. Cela dit, Jekoko Mulumba a remporté cette élection avec une victoire écrasante devant son adversaire Rabi Konambe. Le désormais vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa va représenter l'UDPS Tshisekedi, soit l'Union sacrée de la nation, à ce poste aux côtés de Jean Tiningobila jusqu'à la fin de cette mandature. Il faut surtout signaler que l'Union sacrée de la nation a raflé cette élection dans la majorité des provinces. À Lomami, Nathan Ilunga est le nouveau chef de la province, pendant que son coéquipier de l'Union sacrée, Mathias Kabeya Machi, conduira désormais à la destinée de la province du Kasaï oriental. Si, dans la province du Maniema, Hubert Kindanda a été le choix des députés provinciaux, ceux du Olomami ont porté leur regard sur Isabelle Yuma pour diriger leur province. John Kabeya a remporté la bataille électorale dans le Kasaï central, de la même manière que Jules Ngongwa est sorti vainqueur de la province du Tanganyika.
L'Union sacrée de la nation a aussi montré ses biceps dans la province du Mai-Ndombe et Bazouele, où ont été respectivement élus au poste de gouverneur Rita Bola et le candidat Nzanza. Il y a lieu de noter que la province du Sankourou sera dirigée par un indépendant. Il s'agit de Jules Lodi Emongo, sorti vainqueur au terme du scrutin. Par ailleurs, on parle du deuxième tour dans la province du Congo central. Ayant obtenu chacun 10 voix, Ngundianza Nefertiti et Guy Bandou devront se départager le mercredi prochain. C'est le même scénario pour la province de la Chopo, où Madeleine Nikomba, indépendante, et Tony Kapalata, un homme d'affaires, devront aussi batailler le même mercredi. Et après son échec à l'issue de la publication des résultats du premier tour des élections de gouverneurs et vice-gouverneurs dans le Congo central, Eugène Diomindongala, l'un des candidats malheureux de ces élections, a appelé la Commission électorale nationale indépendante à annuler les votes pour corruption généralisée. Il est au micro de Rudi Nanzei et Absalom Koubelana. Aujourd'hui, devant l'imbroglio, devant la situation chaotique qui prévaut dans cette province, où est l'espoir? Où est la notoriété? Où est l'avenir de ces peuples? Quand les élections sont entachées d'une telle ignominie, une corruption généralisée où les députés ont été achetés après avoir été réduits dans la mendicité à coût de centaines de milliers de dollars. Il y a des candidats qui ont proposé plus de 100 000 $ à chaque député. C'est inadmissible. Ils ont acheté la conscience de nos députés pour coloniser cette province et faire passer cette province sous le contrôle de forces obscures. Cela, nous n'allons jamais l'accepter. C'est pourquoi j'attire l'attention du peuple Congo. S'ils sont contents, qu'ils applaudissent. Mais s'ils ne sont pas contents, il y a des méthodes pacifiques de réagir devant une telle situation. Le Mukongo ne doit pas continuer à être écrasé. C'est fini. Je vous dis, si on n'annule pas ces élections, la province va devenir ingouvernable. Nous allons décréter l'ingouvernabilité de cette province dans cette situation. Trop, c'est trop. Soit, ils vont nous arrêter en inventant des cabales comme par le passé, puisque nous avons résisté, mais aujourd'hui, nous allons résister. Nous n'allons pas accepter ces élections-là. C'est pourquoi je demande au chef de l'État, garant de fonctionnement des institutions, d'annuler ces élections immédiatement. Faute de quoi, nous demanderons au peuple Congo de descendre dans la rue en réagissant bien sûr pacifiquement. Dès demain, si on n'annule pas ces élections, le peuple Congo va descendre dans la rue et il va réagir pacifiquement. J'ai dit, si on ne trouve pas une... Et en retour, des révélations accablantes ont été faites sur les candidats malheureux Diomindongala par Jean-Claude Wemba, à qui il a proposé un chèque de 50 000 $ américains avant les élections. Le président de l'Assemblée provinciale du Congo central affirme aussi avoir reçu des propositions des autres biens par cet ancien prisonnier. On l'écoute au micro de Ruth Dinanzei et Patrengo. L'honorable candidat gouverneur Eugène Diomi est venu me voir en tant qu'électeur. Je lui ai posé la question la première fois. Allez voir les députés. Ne venez pas vous focaliser sur le président Wemba. Parce que Wemba n'a qu'une seule voix. Je crois que vous étiez là le premier jour à ma résidence. Il est revenu le deuxième jour en disant en caca, parce que c'est mon petit-fils. En caca, par rapport à ce que je suis venu vous voir, vous savez, dans une campagne, quand nous faisons de campagne, tout le monde peut prendre un coca, un biscuit ou tout ce que vous voulez. Comme vous, vous n'aimez plus manger chez les autres, vous n'aimez plus boire avec les gens, c'est pour cela, moi, je vous remets mon makasu, mon tsamba, mon lungwela, mon tondolo et tout. Et il me propose de me donner un chèque de 50 000 $.
Je lui pose la question, à quoi servira ce chèque? Je n'en ai pas besoin. Le Makasu, le Tondolo, le Ntsamba, le Lungwila que vous m'avez donné, c'est suffisant. Et il me dit, non, si c'est comme ça, je vous fais un contrat de 6000 sacs de ciment. Je lui ai posé la question, mais où est-ce que vous aurez ces 6000 sacs? Chez Sinat. Ça m'a encore fait plus mal, parce que Sinat n'est pas encore ouvert, et je suis en contact avec les travailleurs de Sinat, qui sont en train de se démerder pour trouver un autre partenaire pour qu'ils puissent venir là-bas. Mais je me serais en faux. L'honorable Diomi a été gracié par le chef de l'État. Il n'a pas été amnistié. Il est interdit des alentours de 500 mètres des écoles de filles. Et c'est quelqu'un comme ça qui croyait qu'ici, les députés ne le savaient pas. Comment voulez-vous confier le gouvernorat à quelqu'un qui ne peut même pas aller rendre visite aux écoles de filles? Et il ne doit pas dépasser 500 mètres. C'est un très mauvais d'ailleurs. À la prochaine plénière, nous allons voir s'il ne va pas y avoir une saisine à la justice. Direction Assemblée provinciale de Kinshasa où a été entendu à nouveau le ministre provincial de l'Intérieur le mardi dernier dans le cadre de son droit de réponse. Didier Tengelito n'a pas du tout convaincu la représentation provinciale de Kinshasa. Les précisions sur cette plénière avec Patrick Ngouo et Florent Okita. C'est avec un air un peu plus déterminant que le ministre provincial Didier Tengelito est revenu affronter les députés provinciaux. Un peu plus comme la fois dernière, le ministre en charge de l'Intérieur a réaffirmé que les solutions sont en voie d'être prises autour de tous les problèmes ici soulevés. Par exemple au sujet de problèmes de nuisances sonores, prolifération de tombes, des marchés pirates, avant de s'apaisantir sur les embouteillages. Nous avons mis en place, en collaboration avec le commissaire provincial de la police nationale congolaise, une politique consistant au renforcement de des effectifs de la police de circulation routière dans tous les points chauds et à la continuation de leur service au-delà des heures normales, soit jusqu'à 21h pour s'assurer de la fluidité de la circulation. Des réponses qui n'ont pas visiblement croisé les attentes de l'initiateur de la question orale avec débat, Armand Ifuketo Kiakanda. L'heure n'est pas au discours, ni aux théories sans issue. Les Quinoises et Quinois ont besoin de vivre avec quiétude dans leur ville. Au cours de cette même plénière, le rapporteur Junior Nembalemba, qui a pris la parole en tant que député provincial élu de Kimbanseke, n'apprécie pas du tout la lenteur avec laquelle se déroule le projet Kinshasa Zéro Trou dans son fief. Et au niveau de Kimbanseke, je pense que le projet Kinshasa Zéro Trou avance vraiment à pas de tortue. Et vu que c'est un projet mixte du gouvernement national et provincial, parce que la quantité du FONER de la ville de Kinshasa a été retenu pour financer aussi le projet de Kinshasa Zéro Trou, j'ai demandé qu'il puisse avoir une commission, qu'une commission puisse être mise sur pied afin que nous puissions aussi sillonner dans tout Kinshasa, voir comment se déroule et avance les projets de Kinshasa Zéro Trou. Retenez que le ministre provincial du budget, qui devrait être entendu également ce jour, sera devant les élus un peu plus tard, car en mission de service à Issirou. Autre chose à présent, la Cour constitutionnelle a procédé le mardi au tirage au sort. À l'issue de cette démarche, les juges Dieudonné Kalouba, le président en exercice de cette juridiction, et les juges Prince Funga ne font plus partie de la Cour constitutionnelle. C'est ce que nous dit Rite Dinonzei dans ce reportage. C'est en vertu de la disposition constitutionnelle selon laquelle la Cour constitutionnelle est renouvelée par tierce tous les 3 ans et lors de ces renouvellements, il sera procédé au tirage au sort d'un membre par groupe que Dieudonné Kalouba, président en exercice de la Cour constitutionnelle, est tombé avec les juges Prince Funga. Il appartient désormais à chaque composante de désigner un nouveau membre avant la nomination par ordonnance présidentielle qui sera signée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Désignés respectivement par les chefs de l'État et le Conseil supérieur de la magistrature, les juges restants dans cette juridiction ainsi que ceux qui seront nommés vont élire le prochain président de la Cour constitutionnelle. Rappelons que le dernier renouvellement de la Cour constitutionnelle a eu lieu le 17 juillet 2020 en vertu de l'ordonnance présidentielle. 3 nouveaux juges ont été nommés après la démission de Benoît Luambwa Bindu. Ce nouveau tirage au sort intervient dans un contexte marqué par le décès d'un membre de cette cour ainsi que la fin du mandat de Benoît Luamba qui a été couvert par le juge Dieudonné Kalouba.
Le tirage au sort qui s'est déroulé à la Cour constitutionnelle a respecté la procédure normale. Propos de Georges Kapiamba qui se base sur l'article 158 alinéa 4 de la Constitution. Le président de l'ONG ACAJ s'inscrit en faux contre ceux qui pensent le contraire. On l'écoute au téléphone de Patringo. Comme l'ACAJ l'a mentionné dans son communiqué de presse publié ce matin, la procédure de tirage au sort ou du renouvellement et remplacement des membres de la Cour constitutionnelle qui s'est opéré hier s'est réalisé dans la transparence et dans la conformité à la loi. Et cela en harmonie avec l'article 158 alinéa 4 de la Constitution et l'article 6 alinéa 2 de la loi organique. Alors, ceux qui disent ça ne connaissent pas et ne maîtrisent pas les lois. Le juge Kalouba, parce que c'est de lui qu'il s'agit, a été élu président de la Cour constitutionnelle pour terminer le mandat de feu président Benoît Luamba. Et donc, la loi dit que quand vous venez pour achever le mandat de celui qui était là, seulement pour la période correspondant au dit mandat. Vous n'avez pas à prétendre à y rester pendant plus que cette période. Dès que ce mandat se termine, si vous êtes tiré au sort, vous sortez automatiquement. Et les retombées du tirage au sort à la Cour constitutionnelle le mardi, le sénateur Matata Pogno a répondu à la spéculation via son compte Twitter où il rejette en bloc l'affirmation selon laquelle le départ de Dieudonné Kalouba est lié au dossier Bukangalozo. À la place, l'ancien Premier ministre congolais rend plutôt hommage à ces juges qui quittent la Cour constitutionnelle à l'issue du tirage au sort. Reportage Ruth Dinazé. Pendant que plusieurs langues s'élèvent pour polémiquer diversement sur les résultats du tirage au sort organisé à la Cour constitutionnelle hier mardi, qui a occasionné le départ des juges Dieudonné Kalouba et ses collègues, via son compte Twitter, l'ancien Premier ministre Augustin Matata Pogno est monté au créneau ce mercredi pour affirmer qu'il n'a jamais corrompu l'ancien président de la Cour constitutionnelle Dieudonné Kalouba au sujet de l'affaire Bukangalozo. Dans son compte, Matata Pogno rend plutôt hommage aux juges de la Cour constitutionnelle qui, d'après lui, ont déjà définitivement mis fin à toutes les poursuites judiciaires contre lui. Matata Pogno a dit, je cite, « Je n'ai jamais corrompu le professeur Kalouba pour orienter la décision de la Cour sur le dossier Bukangalozo. Les juges de la Cour ont dit les bons droits et ont clos définitivement toutes les poursuites à mon endroit. Honneur à ces professeurs d'université qui a refusé de dire les droits politiques. » Fin des citations. Il s'y est de noter que cette publication du sénateur Matata Pogno intervient 24 heures après la mise à l'écart de Dieudonné Kalouba de la Cour constitutionnelle après un tirage au sort. Parlons du tirage au sort organisé à la Cour constitutionnelle. Dieudonné Kamuleta n'était pas élu président de la Cour constitutionnelle à l'issue de ce tirage au sort, contrairement à l'information qui était répandue depuis le mardi. Cette précision plutôt avait été apportée par le cabinet de ces juges qui a rendu public un communiqué réfutant cette information. Ruth Dinozé. Après le tirage au sort intervenu mardi à la Cour constitutionnelle, les informations faisant état de la désignation de Dieudonné Kamuleta comme juge président de cette juridiction ont circulé dans les médias ainsi que dans les réseaux sociaux. C'est au regard de ces contre-vérités que le cabinet du juge Dieudonné Kamuleta a attiré l'attention de l'opinion tant nationale qu'internationale sur la non-effectivité de cette information. Selon les communiqués rendus publics par le cabinet du juge Dieudonné Kamuleta, il s'agit sans nul doute d'une œuvre de cybercriminalité qui cherche à désinformer l'opinion. Pour rétablir la vérité, ces communiqués de presse publiés à cet effet tient à préciser qu'il s'est agi uniquement du tirage au sort des juges sortants, comme cela est prévu par la Constitution. Il n'a été nullement question de l'élection du nouveau juge président de la Cour constitutionnelle. Selon ce communiqué, la Cour constitutionnelle est composée de 9 juges, lesquels élisent le président. En entendant l'application de cette disposition constitutionnelle, c'est la loi organique et le règlement intérieur de la Cour qui seront d'application.
Ces deux textes prévoient de manière claire les dispositions pratiques en cas de vacances à la présidence de la Cour. Et la situation actuelle du juge Kamuleta ne lui permet pas d'exercer l'intérim du président de la Cour constitutionnelle au regard de ces textes. Politique à présent, c'est peut-être un nouveau feuilleton politique qui voit les jours. Matata Ponyo et Martin Fayoulou ont échangé le mercredi à Fadenhouse, quartier général du candidat malheureux à la présidentielle de 2018. Une rencontre qui intervient alors que l'ancien Premier ministre a des ennemis judiciaires. Les explications, c'est avec Patrick Gouro. Selon les informations en notre possession, les deux prochains candidats à la présidentielle des prochaines élections de 2023 ont passé au peigne fin la situation socio-politique de l'heure avec un point d'honneur sur le bloc patriotique, structure informelle mise en place par la coalition Lamonka, le Front commun pour le Congo, El Joseph Kabila, Ensemble pour la République, mais aussi les laïcs catholiques et protestants, dont le but d'exiger un consensus autour de la question électorale. C'est un bloc qui, pour le moment, rassemble tous les partis de l'opposition, mais aussi des mouvements citoyens et laïcs. Et donc, je crois que nous avons aussi abordé cette question, d'autant plus que nous avons fait le tour d'horizon de toutes les grandes questions qui sont aujourd'hui gérées par l'opposition. Tout est communication, dit-on. Il y a lieu de constater déjà un rapprochement entre le patron de l'engagement pour la citoyenneté et la démocratie SID et du leadership et gouvernance pour la démocratie LGD qui s'est également rangé à l'opposition. Martin Fayoulou, qui se voit déjà délaissé par Adolphe Mouzito, comme les témoignent plusieurs indicateurs, voit déjà un autre allié à ses côtés pour une nouvelle aventure politique, notamment le feuilleton électoral. Matata Ponyo a encore des ennuis judiciaires dans le cadre du dossier de la débâcle du parc agro-industriel de Bukangalonzo. Actuellement, l'affaire se trouve à la Cour de cassation après que la Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente pour poursuivre un ancien Premier ministre. De son côté, Martin Fayoulou n'a jamais cessé de crier haut et fort que, je cite, « Ma victoire à la présidentielle de 2018 a été volée ». Procès Floribert Chebeya dans le cadre du procès du double assassinat de l'activiste des droits de l'homme Floribert Chebeya et son chauffeur Fidel Bazana est tombé. Christian Ngoy Kenga est condamné à peine capitale pendant que Jacques Mingabo écope lui de 12 ans de servitude pénale. Et la seule et bonne nouvelle, c'est Paul Milambwe qui est acquitté de ces dossiers. C'est le verdict rendu mercredi à la haute cour militaire. Esther Siamounissine, ce reportage. Ça y est, le verdict est enfin tombé 12 ans après le double assassinat du directeur exécutif de la Voix des Sans-Voix Floribert Chebeya et de son chauffeur Fidel Bazana. La haute cour militaire a prononcé son arrêt. Après plusieurs mois, depuis la reprise du procès en septembre 2021, la cour militaire a condamné à la peine de mort le commissaire supérieur Christian Ngoy pour assassinat, désertion, détournement d'armes et munitions de guerre. De cette peine découle également sa destitution de la police nationale congolaise PNC. De son côté, Jacques Mingabo, impliqué aussi dans cette affaire, a écopé de 12 ans de prison avec des circonstances atténuantes pour assassinat alors que Paul Milambwe a été acquitté. Il s'y est dérapelé que Floribert Chebeya, activiste de droits de l'homme, était assassiné avec son chauffeur en 2010. Les deux victimes ont été convoquées le 1er juin 2010 à l'inspection générale de la police à Kinshasa pour rencontrer son responsable, le général John Numbi. Le lendemain, l'activiste de droits de l'homme a été retrouvé sans vie et dans sa voiture, poignardé, de poignets portant des traces de menottes à Mitendi, un quartier de Kinshasa. Quant à son chauffeur Fidel Bazana, son corps n'a pas été retrouvé jusqu'à ces jours. Procès 100 jours, plus personne à la prison centrale de Makala. Comme ses co-accusés, le Libanais Samir Jamal a également obtenu la mise en liberté provisoire par la Cour de cassation le mercredi. Détail dans cet élément de reportage.
Procès caméré, à l'allure où vont les choses, pas de surprise. Le Libanais Samil Jamal, co-accusé de Vital Kamere, ancien directeur des cabinets du président de la République, Félix Tshisekedi, dont les dossiers de détournement de fonds dans le cadre du programme 100 jours, vient de bénéficier ce mercredi d'une ordonnance de mise en liberté provisoire au niveau de la Cour de cassation. Comme l'accusé principal à ces dossiers Vital Kamere, Samil Jamal, qui s'est toujours innocenté dans cette affaire de détournement des millions de dollars américains, va désormais respirer l'air frais hors de la prison centrale de Makala où il a passé plus de 2 ans. Vu que la Cour de cassation a retourné les dossiers à la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe pour un nouveau jugement, l'homme d'affaires impliqué spécifiquement dans les dossiers des maisons préfabriquées n'a pas encore vu le bout du tunnel. Il s'y est dénoté que Vital Kamere était condamné en appel à 13 ans de travaux forcés, alors que son co-accusé Jamal écopait de 6 ans de travaux forcés, contrairement au premier juge qui les avait tous condamnés à la même peine de 20 ans de prison. Écho du Parlement à l'Assemblée nationale, le G13 a quitté jeudi la salle de la plénière consacrée à la levée des options sur la réforme de la loi électorale. Reportage Ridinozé. Cette séance plénière consacrée à la levée des options en rapport avec la réforme de la loi électorale n'a pas fait l'unanimité à la Chambre basse du Parlement. Les élus membres du G13, lésés par la méthodologie des travail proposée par le président de cette Chambre, qui voulait à tout prix faire passer la loi au vote au cours de cette séance plénière, a lésé le G13 qui a décidé de quitter la salle. Les débats continuent, mais je crois que nous avons sollicité justement un débat. Et qu'apparemment, il n'y a pas de débat. Il s'agit tout simplement des positions du groupe parlementaire et que nous n'avons pas l'opportunité de rencontrer. Nous préférons peut-être attendre les débats, si les débats auront lieu au niveau de la commission. Nous ne redoutons rien. Nous voulons tout simplement garder la lettre du règlement et l'esprit du parlementarisme. La lettre du règlement, c'est que cette loi a été déclarée recevable. Donc, elle doit aller en commission pour débat. Et si, par consensus, nous voulons avoir un cadre intermédiaire informel, ça doit être un cadre informel de discussion. Or, nous n'avons pas la possibilité de discuter des options. Donc, nous croyons que être dans la salle ou hors de la salle, ça ne change absolument rien. Mais les options s'élèvent en discutant. Si on ne discute pas, comment on va lever les options? Ce ne sont pas les options, ce sont les oukases. Pour le G7, le débat doit encore se faire avant de passer au vote des options. La plénière s'est poursuivie avec d'autres élus du peuple qui ont décidé d'élaguer quelques dispositions contenues dans cette loi. Sécurité à présent, l'air a sonné pour revenir à la norme. Les officiers des forces armées de la République démocratique du Congo ont été réarmés pendant 2 jours sur l'éthique et déontologie en vue de se conformer à l'esprit même de leur métier. Cela s'est fait au cours d'un séminaire d'atelier lancé depuis jeudi par le chef de l'État depuis l'amphithéâtre Mobutu Sese Seko du Centre supérieur militaire à Kinshasa. Patrick Gou. Comme l'a souligné le chef de l'État dans son allocution d'ouverture, il sera principalement question de dresser un état des lieux adapté aux défis juridiques et disciplinaires liés au respect ontologique, mais aussi relatif à la gestion des ressources de l'armée, facteur incontournable de contre-performance opérationnelle de FARDC. Un mot-clé qui est revenu dans le discours du président de la République, c'est la discipline. Le chef de l'État, qui a remercié le ministre de la Défense, promoteur de cette initiative, dit attendre de chacun des officiers, comme de tous les militaires, je cite, des hommes nés de nouveau, vivifiants, insufflés d'un nouvel esprit, aptes à accommoder au nouvel ordre mondial qui s'impose à tous. Fin de citation. Auparavant, le chef d'état-major général, le général d'armée Mbala Moussanse Célestin, avait dans son mot de bienvenue fait savoir que ce séminaire, je cite, fait suite aux efforts consentis pour le réarmement tant moral que capacitaire des cadres du commandement issus de la réorganisation des unités FARDC entreprises par les forces terrestres, focalisées au profit de 136 finalistes de ECM, session spéciale de Kitona, avant leur déploiement. Fin de citation.
Pour sa part, le ministre de la Défense nationale, le Dr Gilbert Kabonda, estime que ce séminaire cible deux catégories de personnes, entre autres, les membres du club de l'homme congolais inchangé et l'officier resté patriote de bonne moralité, travailleur mais peu connu. Et puis la police nationale congolaise sera à pied d'œuvre pour mettre fin aux embouteillages observés ces derniers temps dans la capitale congolaise. Le général Silvano Kassongo a été instruit de renforcer les actions visant entre autres l'adaptation du code de la route ainsi que l'appel à la discipline des motards et des conducteurs des véhicules. Les mesures ont été annoncées par le Premier ministre au cours d'une réunion qu'il a présidée le vendredi. Suivez les grandes lignes de ces mesures avec le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Comme vous avez suivi le compte-rendu du Conseil de ministres passé, les présidents de la République avaient recommandé au Premier ministre de réunir à nouveau l'équipe gouvernementale spécifiquement sur les questions des embouteillages et de comment on fluidifie la circulation dans la ville-province de Kinshasa. C'est à ce titre que le Premier ministre a présidé cette réunion. Vous voyez autour de moi qu'il y avait le ministre d'État chargé des infrastructures, du transport, le gouverneur de la ville, mais aussi les chefs de l'armée et de la police, parce qu'il est question de regarder comment on fait pour arriver à trouver une solution. Alors, beaucoup des pistes, des propositions ont été relancées, parce qu'il y avait déjà des actions qui ont été menées par les passés, mais qui ont besoin du renforcement de ces actions. C'est ainsi que dans le jour qui viennent, la police est en train de prendre des mesures qui permettront de débloquer certaines voies et de dégager la circulation, mais il y a évidemment des solutions à long terme qui ont été envisagées, notamment le changement de la loi, l'adaptation du code de la route, mais aussi une grande invitation a été faite à la discipline, particulièrement aux motards et à tous ces conducteurs qui ne respectent pas toujours l'autorité établie, parce qu'il a été décidé qu'au cours de cette réunion, la police sera suffisamment renforcée pour que lorsque la police indique les voies à suivre, que tout le monde puisse aligner. Voilà un peu en synthèse ce qui a été dit dans la réunion d'aujourd'hui. On va prendre cette note noire avant de nous séparer. Le président de la République des Émirats Arabes Unis a tiré sa révérence hier vendredi à l'âge de 74 ans. Esther Siamouini nous en dit plus. Né en janvier 1948, Cheikh Khalifa, président et père fondateur des Émirats Arabes Unis, est mort à 74 ans après une longue période de convalescence. Il laisse derrière lui la veuve Tcheka Shamsa et 8 orphelins. Bien avant, en décembre 1971, Cheikh Khalifa a été désigné vice-premier ministre du nouvel État. Il préside ensuite les conseils supérieurs du pétrole, organisme doté de larges pouvoirs dans le domaine énergétique. Il a également été à l'origine de la création d'un département des services sociaux pour améliorer les niveaux de vie de ses compatriotes. Il s'y est dénoté que, sous son mandat, les Émirats ont connu un essor économique rapide porté par les richesses pétrolières d'Abu Dhabi qui concentre 90% des réserves de la fédération et l'affirmation de Dubaï comme hub de la finance, luxueuse destination touristique ou encore carrefour transport aérien. En 2004, il succède à son père Cheikh Zayed Ben Sultan. Et fidèle à la vision de son père, Cheikh Khalifa a prêté main forte à Dubaï lorsque l'Émirat a été frappé de plein fouet par la crise financière en 2009. D'où le nom de Burj Khalifa à la plus haute tour du monde érigée dans le centre de Dubaï. Cheikh Khalifa était aussi connu pour l'intérêt qu'il portait au sport traditionnel, en particulier les courses des chevaux et des chameaux. En janvier 2014, le président des Émirats était victime d'un AVC. Ces faits rares en public, c'est son demi-frère Mohamed Ben Zayed, prince héritier d'Abu Dhabi, surnommé MBZ, a été désigné pour assumer l'intérim du président qui a conduit depuis près d'une décennie les affaires du pays. Pour rendre hommage à ces vaillants hommes qui a remonté les développements des Émirats Arabes Unis, le gouvernement a décrété un deuil officiel et des drapeaux ont été mis en berne pour une durée de 48 jours après l'annonce de la mort de Cheikh Khalifa.
Et voilà, mesdames et messieurs, c'est par cette page noire que nous bouclons complètement cette édition du journal consacrée essentiellement à la rétrospective de la semaine. Merci à vous de nous avoir suivis et passez un excellent week-end.